Voilà. Et une façon que j'ai d'aider des clients à maintenir l'existence, c'est de challenger des idées qui sont en place depuis longtemps avec de nouvelles idées qu'il faut shooter d'abord pour voir si elles tiennent l'eau. Et c'est un peu ce que je viens faire ici. Je pense que vous n'hésiterez pas à shooter ces idées-là. Alors, il ne s'agit pas seulement de challenger des idées, mais aussi de mettre en place de nouvelles idées avec des nouvelles pratiques qui découlent de ces idées. Et donc, par rapport au développement et au test, j'ai commencé à travailler dans ce milieu en 87. Et il y a beaucoup d'idées tenaces qui tiennent la route. Et je ne vais pas en parler maintenant parce que ça prendrait toute la session. Par contre, je vais vous proposer de changer des idées qu'on a à propos des tests ou de le revoir le test et le développement d'une certaine façon un peu nouvelle. Alors, on va déjà tomber sur la diversité, enfin l'ambiguïté du vocabulaire sur les tests. Je pense qu'il n'y a pas eu une session, un projet, une mission ou un projet dans ma carrière où il n'y avait pas au moins une ambiguïté sur ce qu'une personne disait quand elle disait « je vais tester » ou « je vais faire des tests » ou « je vais… » Et je ne rentre même pas dans la déclinaison des catégories tests unitaires sur lesquelles j'ai déjà repéré dans la même entreprise plus de 5 définitions différentes de tests unitaires. Et je pense qu'il peut y en avoir une très grande variété, ou tests d'intégration, etc. Donc je vais relever juste des éléments de vocabulaire. Tester, en français, c'est d'abord évaluer une condition. Par exemple, ce petit programme qui est un utilitaire Unix ou Linux fait le test que le fichier README existe dans le répertoire courant. Évaluer une condition. Tester, c'est aussi vérifier qu'une donnée, un état ou un comportement sont conformes à un attendu. Par exemple, là, on a soit un scénario automatisé, soit le script de quelqu'un qui fait ça et qui déroule un certain nombre d'actions, fait des vérifications par rapport à des résultats qui sont définis par ailleurs, attendus, soit dans des spécifications, soit dans des tickets, etc. Tester, alors par extension, c'est écrire du code de vérification. Alors quand j'ai commencé ma carrière, très peu de développeurs écrivaient des tests. Moi-même, j'en écrivais pas, j'en faisais avec des fichiers, tout ça. Je faisais surtout du debug, mais j'écrivais pas beaucoup de tests automatisés. C'était peut-être un peu plus difficile dans les années 90, mais surtout, c'était pas du tout à la mode. Et c'est devenu à la mode avec l'Agile, avec Scrum Programming dans les années 2000. Et les gens qui font beaucoup de tests, TDD, tests unitaires automatisés, ils disent bah, « j'ai testé ça ». Et alors, à chaque fois, moi, ça m'irrite un peu parce qu'en fait, c'est pas tester, c'est écrire des vérifications automatisées. Alors, on pourrait dire, bah, des fois, pour tester, il faut écrire des vérifications automatisées. Oui, c'est vrai, c'est très utile d'écrire des vérifications automatisées, mais tester, ça peut être bien autre chose ou bien plus que écrire des vérifications. Donc là, on entend, bah, j'ai testé le strike, on fait le kata boolean score, j'ai testé le strike, le spare, on va tester le perfect, c'est-à-dire 12 strikes, ça devrait faire 300, et on écrit un petit test auto-vérifiant. Et ça c'est une petite révolution en soi, parce que ça convertit votre vitesse de développement de projet, enfin, vous connaissez la force des tests unitaires dans la prévention des défauts. Par abus de langage, tester, c'est valider. On fait les tests de recettes et après on passe en prod. Beaucoup de testeurs que je connais diraient tester, c'est pas valider. Et le testeur prend surtout pas la décision de valider. Il fait autre chose. Okay. Tester, c'est essayer un produit en vue de l'évaluer ou d'y trouver des problèmes possibles. Par exemple, j'ai testé Overleaf pour écrire mon CV en LaTeX et je suis mitigé. Donc là, c'est tester au sens de j'ai fait quelque chose d'assez ouvert finalement. Je suis allé sur le site Overleaf, je me suis créé un compte, j'ai commencé à taper mon CV, j'ai fait des essais, j'ai un peu galéré, j'ai erré dans les méandres de LaTeX par exemple. Et voilà, mais j'appelle ça un peu comme dans un magazine, on dit on a testé pour vous, vous voyez. Tester, ça veut aussi dire mettre à l'épreuve. Donc j'ai un copain qui a testé la sécurité de son entreprise en faisant venir un spécialiste de la sécurité. Ça a été facile, il est arrivé à l'accueil, il s'est fait passer pour un employé, il était déjà dans les locaux sur un ordinateur avant l'arrivée du DSI. Bon test, bonne mise à l'épreuve. Donc on a beaucoup d'éléments de vocabulaire et
Pour prendre un peu de recul sur tout ce vocabulaire et tous les principes qu'il peut y avoir derrière, qui sont différents d'une culture d'entreprise à une autre, et selon les outils et notre maturité sur ces outils, on a des tas de variations possibles. Et là, je voulais prendre un peu de recul pour voir quels a priori on a sur les tests, le métier du test, l'activité du test, sans énumérer les a priori non plus, parce que je ne suis pas là pour faire la guerre aux a priori, juste pour proposer une alternative. Et pour ça, j'ai pris une espèce d'analogie spatiale. Alors voici la légende. Alors dans mon analogie spatiale, il y a un domaine en pointillé qui est l'étendue. Si on pouvait le représenter dans l'espace, ça serait fort. Des fois, on prend ce qu'on peut, mais on le fait avec vraiment trop peu d'informations. Ça représente l'étendue du domaine de conception. C'est-à-dire, on conçoit une application, elle a un certain nombre... On va s'imaginer que les ordinateurs qui implémentent cette conception ont des comportements. Et à travers les lignes bleues, la ligne bleue en pointillé, il y a l'ensemble des comportements possibles du système tel qu'il est pensé par ses concepteurs. Qui sont ces concepteurs? Les développeurs, mais pas seulement, les architectes, les PO, les administrateurs de bases de données, les UX designers, tous ceux qui participent à la conception. Un sponsor qui dit « Vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt faire ça, ça prendrait moins de temps, ça serait pratique ?» participe à la conception. C'est-à-dire qu'il examine avec ses copains, ce n'est pas toujours ses copains, mais on fait en sorte que ça marche bien, il examine un des comportements possibles du système. Et c'est de ça dont on discute quand on fait la conception. Et quand on a bien discuté, mais pas trop longtemps, quand on fait un sprint d'une semaine ou deux, on met une partie de cette conception qui est dans nos têtes, qui n'est pas un vrai territoire, hein, il n'existe pas, c'est un exercice de la pensée. On le met dans du code formel d'ordinateur qui s'exécute. Et donc vous avez donc des concepteurs, je les ai faits avec un tableau blanc, je pense que le tableau blanc est aussi utile que le clavier d'ordinateur. On voit souvent les développeurs et concepteurs comme des gens qui tapent à la machine. Dans mon premier job, ça devait être premier job en tant que prestataire, le commercial appelle son client, dit « J'ai trouvé la personne », il tape super vite sur le clavier. C'est anecdotique, mais c'est pas ça qui compte, c'est plus le tableau blanc qui compte, à savoir... est-ce qu'on s'entend bien, si vous avez vu la session de Laurent, est-ce qu'on s'entend bien sur ce de quoi on parle quand on dit voilà le domaine du système. Vous avez donc des concepteurs et vous avez des éclaireurs, je les ai appelés des éclaireurs et des éclaireuses, et les petits triangles rouges, ça va être des menaces à la valeur. Alors pourquoi je dis menaces à la valeur? Parce que j'aime pas le mot bug. J'aime pas le mot bug parce que il est aussi super ambigu. Il veut dire qu'il y a dans le système un truc qui va pas bien. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est parasitaire. On n'en veut pas. Donc déjà, c'est un a priori. En cuisine, il y a des très bons bugs qui ont fait de très bonnes recettes. Hein. C'est-à-dire des recettes ratées qui ont fini par devenir des succès. Et je pense qu'en informatique, il doit y avoir des choses qu'on a dû appeler des bugs et puis finalement sont devenues des features. D'ailleurs, c'est une des lois du genre, c'est de dire c'est pas un bug, c'est une feature. Donc là, je dis menace à la valeur du système, c'est-à-dire une menace à la valeur du système, une fois qu'on l'a identifié, parce que tant qu'on ne l'a pas identifié, voilà, c'est le risque qu'on prend, comme dans toute aventure d'ailleurs, comme dans toute entreprise, de faire un système qui contient des menaces à sa valeur. Ça pourrait être un problème de fonctionnement du programme, ça pourrait être un problème de fonctionnement de l'infrastructure qui accueille le programme, ça pourrait être un problème de compréhension du programme par son utilisateur, celui qui a payé. Quelquefois, il y a un bug dans la doc. Quelquefois, il y a un bug dans la demande. Quelquefois, il y a un bug dans la user story. Donc, plutôt que de dire bug, parce que bug, ça spécialise le problème dans le code, je vais dire menace à la valeur du système. Et donc, à l'intérieur de l'enceinte bleue travaillent des concepteurs et ils sont à l'intérieur de l'enceinte. Pourquoi? Parce que l'étendue de leur travail de conception, c'est la même chose que l'étendue du système auquel ils pensent. Par définition, ils ne peuvent pas penser au-delà du système auquel ils sont en train de penser. Okay? Par contre, les éclaireurs, ils vont partout. Ils vont partout. Donc je connais une éclaireuse. Elle va à l'aéroport pour prendre un ticket, elle trouve c'est une éclaireuse professionnelle, et elle trouve une borne qui permet de faire le check-in automatiquement, qui vient juste d'être installée dans l'aéroport qu'elle a l'habitude de prendre, et elle arrive à planter la borne. Elle a un instinct d'éclaireuse assez
assez fort. Alors, il y a différentes cas de figure, différentes histoires, il y en a 4 dans cette analogie spatiale. La première, c'est l'histoire d'une désolation. Donc là, on voit personne. On voit un plan. Alors j'ai fait des pentagones parce que j'en ai un peu marre de l'architecture hexagonale. On nous la rebâche partout, donc j'ai décidé de changer de forme. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, hexagonal n'avait aucune importance non plus pour Alistair Cockburn. Il y avait un plan. Il y avait des développeurs, des concepteurs qui ont travaillé. Je ne sais pas s'il y a eu des éclaireurs, mais il n'y a pas eu d'éclaireurs et les concepteurs ne sont pas restés parce que ça ne marchait pas. La morale de cette histoire de désolation, c'est que si vous n'avez aucun plan mais absolument aucun plan de prévention des défauts, vous n'allez pas survivre dans le marché, en fait. Donc là, il n'y a plus personne, il n'y a plus que de la fumée. Il y avait trop de bugs. Deuxième modèle, deuxième sorte d'histoire, c'est ce que j'appelle la chasse aux monstres. Donc là, on a des concepteurs qui ont travaillé, et puis on arrive à la recette, ou je sais pas, ou à la non-régression QA. On arrive en fin d'un long cycle d'études et de développement, et là, il faut vérifier que ça marche. Et donc, vous avez des éclaireurs et des éclaireuses qui chassent les bugs. Et quelquefois, tout le monde s'y met. Ce n'est pas forcément les professionnels du test qui s'y mettent, c'est toute la boîte, on appelle ça un bug bounty. Et j'ai travaillé dans une boîte qui faisait 6 mois de développement, et puis il faisait un bug bounty, c'est-à-dire qu'il se mobilisait sur 2 jours, parfois même sur le week-end, et puis à tous, les commerciaux, les devs, les testeurs, les concepteurs, les managers, ils ramassaient entre 150 et 200 bugs. Donc ils faisaient ça. Alors ça, c'est un petit problème. Et vous voyez que les éclaireurs sont à l'intérieur de l'enceinte. C'est-à-dire qu'ils vérifient la conception des autres. C'est ce qui se passait chez Microsoft dans les années 90. Avant qu'ils changent un élément de leur processus, ils avaient mis à la poubelle tout un projet. Un projet chez Microsoft à l'époque, je pense que c'est encore le cas, ça coûtait plusieurs millions. Ils ont mis à poubelle parce qu'il y avait trop de problèmes de qualité. Et ensuite, ils ont changé une seule règle. Ils ont dit, quand tu es développeur, tu ne peux pas passer à une nouvelle tâche si tu n'as pas fait les tests sur ta tâche en cours. Parce qu'avant, ils passaient à la QA. La QA, c'était des équipes qui n'étaient pas des développeurs et qui validaient le comportement du système. Et là, on est dans ce cas de figure. Donc, on a des éclaireurs et ils sont en train de valider, de vérifier la conception. Et ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas faits vraiment pour ça. Là, on a tout le contraire, on a une forteresse. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont dit on fait full TDD, on a des tests d'intégration automatisés en plus, on fait du one-to-one complètement automatisé et tout ça c'est couvert. Et si vous avez une équipe de QA, vous êtes out, vous êtes obsolète, ça ne sert à rien. Vous n'avez plus besoin de testeurs. Avoir des testeurs aujourd'hui, c'est saut 1990. Donc il se passe ça. Donc évidemment, la conséquence, par définition, la conséquence, c'est que cette équipe étende la prévention des défauts avec de la non-régression automatisée sur l'ensemble de quoi? De ce qu'elle conçoit, c'est-à-dire de ces inconnus connus. Mais pas de ces inconnus inconnus. OK? Donc là, il y a un des petits triangles rouges qui va se manifester. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un, une éclaireuse ou un éclaireur qui arrive et qui dit j'ai réussi à produire une facture dont le montant est négatif. Waouh, comment t'as fait? Et qu'est-ce que répond le développeur? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le développeur, il vit dans son hexagone bleu et il répond c'est pas possible. C'est pour ça que l'éclaireuse a intérêt à dire regarde, voilà comment j'ai fait. Et finalement, vous avez un domaine en extension, parce qu'évidemment, on ne l'a pas dit dans cette histoire, mais dès que le domaine est fait, il se vend, des gens l'utilisent, et dès que des gens l'utilisent, ils l'étendent. Okay ? C'est pour ça que si vous vous dites « on refactorera une fois qu'on aura mis en production », non, vous ne ferez pas ça. Une fois que vous aurez mis en production, vous ajouterez des fonctionnalités, si ça marche, si vous êtes en succès. Et donc là, on a un domaine en extension, on a des concepteurs qui sont dans leur enceinte et des éclaireurs qui font la chasse aux problèmes qu'on n'aurait pas vu du temps qu'on faisait la conception. Quand je dis du temps qu'on faisait la conception, ce n'est pas il y a 6 mois, ça peut être un sprint. On n'est pas obligé de faire toute la conception et puis ensuite les tests. Okay ? Et donc ils échangent entre eux, évidemment, parce qu'ils travaillent ensemble. Vous avez remarqué que depuis l'agile, c'est quand même
un peu la clé de travailler ensemble. J'avais aidé des gens à faire de l'agile dans une entreprise et le chef de l'homologation, qui était responsable d'un service de 15 personnes qui faisait l'homologation, nous a dit, on a présenté ce qu'on commençait à faire, il nous a dit, si je comprends bien, il faudrait qu'on travaille tous dans le même espace. Et tout le monde lui a fait, ben oui. Donc là, ils travaillent dans le même espace, donc ils échangent. Donc il y a des retours des éclaireurs sur les concepteurs, et tout ça améliore la prévention, bien sûr. Ok, donc on a 4 histoires possibles, 4 légendes, je les ai tous, j'ai vu des instances de ces histoires légendaires dans mes missions. Donc tester, c'est bon pour ceux qui ne savent pas coder, il manque un mot. Aussi, j'ai pas fait tous mes tests. Tester, c'est bon pour ceux qui ne savent pas coder, c'est les propos du doyen d'une école d'ingénieurs en informatique. Alors c'était il y a quand même une dizaine d'années, ça va, il y a prescription, mais il disait à ses élèves, les tests, c'est pour ceux qui ne savent pas coder. Je pense qu'il les induisait gravement en erreur en faisant ça, mais bon. Depuis, je pense qu'ils ont corrigé le tir en intégrant des techniques de test automatisées, entre autres. Le deuxième tableau en haut à droite, c'est la NOREG, c'est le job de la QA. Donc j'ai connu des entreprises où la QA, c'est-à-dire l'équipe assurance qualité, un mot très chargé aussi qu'il faudrait déconstruire, disait nous, à chaque fois qu'il y a une version, il nous faut entre 3 et 4 semaines pour tout revérifier. Donc on n'est pas copains avec les sprints rapides. Et le sprint d'une semaine, par définition, ça va marcher. On est déjà dans l'étranglement. Okay, celle qui est en bas à gauche, je l'ai rencontrée un peu plus rarement, mais je connais des gens qui commencent à faire ça. Et des gens qui s'expriment aussi depuis la Silicon Valley et des entreprises où on a des moyens de mettre en place que non pas les entreprises qui maintiennent leur existant, bizarrement. Elles ont beaucoup de moyens, mais pas pour maintenir l'existant. Et eux, ils disent non, mais les testeurs, on n'a plus besoin de testeurs. Vous devez d'avoir mieux que ça comme process. Ce qui est absurde. Et les dernières, qui sont rares et que moi je vois rarement parce que je vais dans les entreprises qui ont des problèmes. Je ne vais pas dans les entreprises qui n'ont pas de problème, elles ne veulent pas de moi. Et eux, c'est intéressant parce que les testeurs trouvent des bugs intéressants. Dans les autres cas de figure, qui trouve les bugs intéressants d'après vous? Les utilisateurs. Et intéressant au moment où on en a besoin, bug intéressant. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie de reformuler le vocabulaire. Je ne suis pas tout seul à reformuler ce vocabulaire. Je citerai des références à la fin de la présentation. Pour moi, tester, c'est rechercher dans un produit ce qui constitue des menaces à la valeur. Et c'est assez générique pour cette raison-là. Et tous les testeurs et testeuses que j'ai rencontrés dans ma carrière font ça. Et quand on en parle, elles disent « ouais, c'est ça ». Ils disent « ouais, je fais ça ». Puis communiquer, ça c'est super important, à propos de cette recherche afin de faciliter les décisions. Les testeurs qui ne communiquent pas, ou mal, ce qui est extrêmement difficile de communiquer pour un testeur, font pas tout à fait leur travail. Et alors, le problème du testeur, vous connaissez la maladie professionnelle du développeur. L'optimisme. L'optimisme est la maladie professionnelle du développeur. L'optimisme se manifeste dès le début du projet dans les estimations de charges et continue dans le déroulement du code jusqu'à ce que les symptômes soient totalement bloquants. Et qu'est-ce qu'apporte un testeur à une entreprise? Exclusivement des mauvaises nouvelles. Les testeurs sont des casseurs d'illusions. Le boulot d'un testeur, c'est de rompre une illusion qui était « ça marche ». Et si votre produit est génial, le testeur va dire « il y a ça, 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 ça », et vous pouvez décider que ça marche quand même pour vous, que c'est OK. Ça ne signifie pas « no go », forcément. Mais c'est fondamentalement ce que recherche un testeur, c'est « et si ça ne marchait pas ?» Et donc, évidemment, il va se poser la question, et comme les projets sont de plus en plus agiles, ils sont de moins en moins documentés, il va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire « ça marche » qui est une question sans fin. Donc Clara, elle arrive, c'est une testeuse, elle est prestataire,
Elle est indépendante, elle arrive dans une grande entreprise qui a décidé qu'elle avait besoin de ressources humaines supplémentaires pour les tests parce qu'on est un petit peu en retard sur le projet. Et elle arrive, dans l'ascenseur, elle croise le CTO qui lui dit « Ah, c'est vous Clara, c'est génial, c'est bien que vous ayez pu vous libérer. On a tellement de problèmes là avec le double paiement, enfin on a des 2 moyens de paiement, c'est génial parce qu'on a une feature géniale qui va vraiment nous faire avancer sur le marché, et donc c'est super que vous soyez là. » Ok. Donc elle y prête une attention polie, c'est le CTO, c'est quelqu'un d'important. Elle arrive dans l'équipe. On va lui installer un PC pour qu'elle puisse tester l'application et elle va participer à une réunion de discussion de user story parce qu'on est en train de défricher une user story pour pouvoir l'estimer. Et ça parle de promotion. Quand on prend 2 cartes de paiement avec la carte avantage, on a une promotion et on gagne ceci, cela, etc. Et il y a toute une discussion sur ce scénario. Donc il y a l'APO qui de son côté dit bah, c'est pourtant simple et les devs qui disent bah, non, c'est pas évident en fait. Et donc la question, c'est de savoir si la story fait 13 ou 21 points. Et donc il y a toute une discussion, ça dure 45 minutes, et Clara est là, elle rentre dans l'équipe, donc elle se familiarise avec le système, l'équipe de développement. Finalement, vers 14h, elle a un poste accessible, elle commence à se balader, on lui montre un peu l'application, les grands scénarios, etc. Puis elle commence à se balader, puis elle commence à rechercher, évidemment, ce qui se passe quand on met 2 cartes de paiement pour avoir un code promo. Et elle trouve 4 bugs. Et elle me dit, ça, c'est mon boulot. Elle trouve 4 bugs. Dans moins de temps qu'il faudrait pour écrire des scénarios automatisés sur l'ensemble des composants du système. Et elle me dit, je rencontre un gars qui a l'air important, qui me parle de ce qui compte pour lui. Je rencontre une équipe qui est en train de se prendre la tête avec un scénario et je regarde un peu et j'entends ce qu'on me dit sur ce qui est en cours, ce qui est chaud, ce qui est en retard et j'y vais. Et pourquoi elle y va pas avec un plan de test définitif, complet, exhaustif? D'abord parce que c'est sa première journée. Ensuite, si elle fait ça, elle va prendre un temps considérable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je pense qu'il faut le faire. Mais surtout, même pour une simple calculette, le temps de tester tous les comportements possibles d'une simple calculette, il vous faudrait la vie entière. Ou peut-être même la vie entière du système solaire, en fait. C'est infini. Et donc, le budget, comme on le sait pour les tests, on le sait déjà pour les devs, mais pour les tests, on le sait beaucoup plus rapidement, le budget est limité. Donc, quand vous avez un budget limité et des bugs à trouver ou des menaces à la valeur à trouver, il faut utiliser votre expérience, votre intuition, votre communication avec le reste de l'équipe, comment vous savez ce qui se passe et là où ça pourrait être problématique. Et c'est ce qu'on appelle les tests exploratoires. Et ce que d'autres appellent le rapid testing, c'est-à-dire utilisons notre intuition, notre expérience, notre compréhension du système pour essayer de trouver rapidement des menaces à la valeur. Donc, je propose aussi un nouveau cadran, parce que je trouvais que les pyramides, ça commençait... voilà, la pyramide des tests, on lui fait dire plein de trucs différents. Le cadran des tests, de quelle est venue la pyramide des tests, il a été repassé, c'est comme un sentier battu, vous voyez, on ne voit plus le sentier. Et je propose un cadran sur deux axes. Le premier axe, c'est est-ce que le comportement dont on parle concerne des interactions entre des humains et des machines, ou bien concerne des interactions entre des machines et des machines. Pourquoi je fais cette séparation? Parce que ça a son importance, parce que le niveau de technicité va changer. Le niveau de ce qu'on va devoir dire quand on va rapporter, on va faire des rapports qui disent des menaces à la valeur, va être différent. D'accord? Si je perçois, par exemple, il manque un default dans ton switch, et on est dans un mob programming, et je te dis, il manque un default dans ton switch. J'ai besoin de remonter un niveau. Le sponsor n'est pas dans la pièce. S'il était dans la pièce, il dirait, pardon, je ne comprends pas. Et il faudrait lui dire, il y a une option qui pourrait ne pas passer avec un état impossible, et on serait dans les ennuis. Donc, j'ai séparé. Quand ça concerne des interactions machine-machine, on va faire des choses peut-être différemment que quand ça concerne des interactions humain-machine. Ces frontières sont très poreuses. Il ne s'agit pas de classer. La pire erreur qu'on puisse faire dans un projet, c'est de dire chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Et comme notre boulot, c'est pas de garder des vaches,
Ça ne marche pas, en fait. Il ne faut pas tout à fait faire seulement son métier dans un projet. Et dans un projet en retard, encore moins, en fait. Tous les problèmes de communication des testeurs, puisque eux, ils ne font pas tout à fait juste leur... On ne peut pas dire à un testeur, contente-toi de faire des tests. Il faut aussi qu'il communique à propos de ces tests. Et les communications qu'il doit faire sont toutes négatives. C'est un sacré job. Et en colonne, la distinction, c'est il y a les inconnus connus. Donc là, je fais un if, je fais une allocation d'objets. Tu crois que ça va marcher? S'il n'y a plus de mémoire, ça fera un nul pointeur exception. Quand vous accédez à un objet qui n'est pas défini, vous insérez la mémoire 0, ça fait un nul pointeur exception. On peut dire que c'est une inconnue connue. Hein. On la connaît depuis à peu près 40 ans, un nul pointeur exception. C'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas dire dans votre projet « Oh mon sang, on a eu un nul pointeur exception, on n'avait jamais vu ça, on voit ça depuis 40 ans. » Inconnu, connu. Qu'est-ce qui se passe quand on parcourt un tableau? Pour en additionner des valeurs, on peut faire une erreur de off by one, inconnu, connu. Il y a des bouquins entiers sur la catégorisation des erreurs. Hein. Il y a des pages et des pages de catégorisation des erreurs. Ce sont des inconnus connus. Quand on écrit des tests automatisés et des tests unitaires, on fait de la chasse à l'avance, on tue les défauts dans l'œuf, on fait de la prévention des défauts en étudiant nos inconnus inconnus. On peut le faire aussi pour le design. Et après, il y a les inconnus inconnus. Eh ben, tu ne le savais pas, mais quand on passe par le troisième volet avec le deuxième wizard de la facturation et qu'on n'a pas le bon montant ici, on arrive à faire une facture dont le montant est négatif. Et c'est un client qui nous l'a dit. Inconnu, inconnu. On n'avait pas... Qui aurait pu prévoir, n'est-ce pas? Qui aurait pu prévoir que quand j'irais remplacer la batterie de mon vélo que j'ai emprunté sur le réseau et qui me propose de remplacer la batterie pour 5 € de balade gratuit dans un Lavomatic qui a des batteries de vélo, qui aurait pu prévoir que SFR me dirait « moi je ne te couvre pas sur ce Lavomatic ». Alors, il y a une procédure guidée pour changer la batterie, donc je la suis pas à pas, puis là je suis arrivé à l'endroit, je dis je suis arrivé à l'endroit mais j'ai plus de réseau, donc le système central des vélos ne sait pas que je suis arrivé à l'endroit. Donc je recule de 100 mètres pour avoir à nouveau du signal, et je dis je suis arrivé à l'endroit, et le système central des vélos me dit non, tu n'y es pas. Qui aurait pu prévoir? Ou qui aurait pu prévoir que quand vous mettez votre iPhone sur une borne SNCF, il vous propose d'acheter un truc, mais pas de rentrer sur le quai de la gare? Je ne sais pas si vous l'avez eu, celle-là. Voilà. Donc, il se passe des trucs qui étaient des inconnus inconnus, d'accord? Donc, quand tout se passe à peu près bien, pas pour faire chacun son métier, les vacherons bien gardés, mais un peu quand même, vous avez des concepteurs qui s'occupent des inconnus connus. Ah ouais, donc c'est du code que tu as écrit, il y a des tests unitaires? Ouais, il y a des tests unitaires dessus. J'écris des tests unitaires sur le code que j'écris, ça m'aide en plus à en voir les limites moi-même. Et puis, il y a des éclaireurs sur les inconnus inconnus. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Et si ça se passait? Et qu'est-ce qui est important là-dedans? Etc. Ok, donc la désolation, le concepteur s'en va. C'est trop fatigant de travailler dans ce projet. On travaille tous les soirs, tous les week-ends, pendant les vacances, et on est appelé de chez soi. On se dit il doit y avoir une meilleure place pour faire du logiciel que celle où on ne fait pas de test du tout. Et les bêta utilisateurs, ils ont rigolé une semaine, et puis après ils ont dit voilà, ça ne va pas aller très loin, le produit ne va pas marcher. Dans une chasse aux monstres, les éclaireurs sont à chercher des inconnus inconnus. Donc dans une chasse aux monstres, on dit on a fait du code, on a fait pour 3 mois de code, et on le passe à la QA pour voir pour qu'elle vérifie notre code en fait. Ok? Alors la QA peut avoir des méthodes excellentes, hein. Elle peut savoir écrire des scripts de test, elle peut savoir coder ou pas, elle peut utiliser de l'IA pour repasser sur le code, mais de toute façon, vous connaissez au tennis être en fond de cours quand votre adversaire, alors je fais pas du tout de tennis, je pense que ça se voit, mais quand votre adversaire est au filet, il vous envoie des balles, et si vous êtes en fond de cours, vous voyagez. Là, les éclaireurs, ils sont en fond de cours. C'est-à-dire que tous les changements qui sont faits des devs, les devs disent « Ah oui, on a corrigé le truc, on a profité pour finir la feature machin, donc on relivre en staging. » Et là, les éclaireurs, ils font on doit recommencer, en fait. On doit rechercher à nouveau des régressions. OK ? Et qui trouve, c'est la réponse à la question de tout à l'heure, qui trouve les bugs intéressants ou subtils? Les utilisateurs. C'est-à-dire au moment où ils s'étaient dit « Ouais, ça marche à peu près, ça a l'air fiable cette appli, je vais la prendre pour faire des trucs critiques avec. »
et leur confier mes données ou ma sécurité, et ben c'est là que les bugs subtils arrivent et que c'est la catastrophe. Ok. Et dans une forteresse, on a des concepteurs qui ont tout couvert. Ils font la prévention des défauts. Ils font la prévention des défauts qu'ils ont dans leur domaine de conception, c'est-à-dire des inconnus connus. Ce domaine s'étend, hein, bien sûr, mais en fait, il s'étend avec normalement des éclaireurs. Quand il n'y a pas d'éclaireurs, il ne s'étend pas. Les gens disent on a fini. À moins que les concepteurs deviennent éclaireurs. Quand je parle de rôle, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas prendre une casquette. Hein. Encore qu'il y a certains traits psychologiques qui vont mieux au rôle donné. Et donc là, on retrouve le même problème, c'est que les inconnus ne sont pas trouvés. Et dans un domaine en extension, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près de l'équilibre dans l'activité de conception et l'activité de recherche des menaces à la valeur. Alors, d'où est-ce que j'ai tiré tout ça? En lisant des livres et en discutant avec des clients. Voilà le livre que j'ai tiré. Michael Bolton, c'est quelqu'un qui enseigne le rapid software testing. Donc, il répond à la question, vous êtes testeur, vous avez un tout petit budget, pas grand, et vous avez une application devant vous. Comment vous pouvez faire? Quels sont des heuristiques pour trouver rapidement des menaces à la valeur et aussi comment bien les communiquer, ce qui est une partie assez importante du métier. Software Testing Technique est un très vieux livre qui doit servir de fondation à tout ce qui se fait d'automatique sur les tests aujourd'hui, parce que c'est vraiment là qu'est explorée la notion de couverture. Writing Test Plan Made Easy, c'est un livre pas récent, mais je communiquais avec une personne qui est l'auteur de ce livre sur LinkedIn, et je me suis dit, tiens, ça c'est un livre qui a été écrit dans les années fin 90 pour savoir comment écrire un bon plan de test. À quoi penser quand on écrit un bon plan de test? Et je me suis dit, je pourrais lire ce livre et voir si une IA que je ne sollicite pas que je sollicite pour générer des plans de test saurait faire tout ça. Et je vous garantis que quand on lit les checklists de ce livre, on sait non, on n'y est pas. On n'y est pas. On est à plus bas niveau, je pense. J'ai généré des cas de tests avec des outils IA. C'était intéressant, c'était utile pour toute la production de la maille du code, en fait. Les trucs que je ne savais pas faire moi-même et que je n'avais pas envie de chercher. Par contre, pour les plans de test, on n'y est pas encore. Voilà, et je voulais terminer avec une citation, mais qui n'est pas dans mes slides, que je vais essayer de retrouver, qui doit être sur une autre page de mon... non, que je n'ai plus. Je vais essayer de vous la citer de mémoire. C'est James Bach qui est avec Michael Bolton, un des créateurs de l'école Rapid Software Testing, qui dit « Le métier d'un testeur, c'est de comparer ce qui est invisible avec ce qui est ambigu, de manière à ce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'importance mais qui utilisent le logiciel n'aient pas des problèmes incommensurables. » Et j'aime bien cette phrase parce que comparer de l'invisible à de l'ambigu, c'est tout à fait ça. Clara, dans l'ascenseur, elle avait déjà, avec sa communication avec le CTO, elle avait déjà plein d'ambiguïtés sur qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette phrase aussi, c'est qu'elle donne une idée de l'étendue des comportements possibles du système. Et donc, à la fois de l'importance du métier du test, ça, pour moi, ça me paraît crucial, mais aussi d'une stratégie, mais cohérente, de prévention des défauts, en fait. Laurent Bossavi a présenté tout à l'heure une petite technique qui consiste à utiliser des types de données qui vous éliminent à la compilation, parce que vous avez choisi ce langage-là, mais peut-être 75% des défauts potentiels qu'on aurait avec le kata qu'il a présenté. Donc en fait, la prévention des défauts, c'est le sujet de la conception, et il y a un retour, normalement, dans une entreprise qui fonctionne de manière saine dans ses équipes, où donc les mauvaises nouvelles sont... Vous connaissez le proverbe « ne tue pas le messager » ? Ok. Donc les testeurs ne se font pas assassiner quand ils annoncent des mauvaises nouvelles, et même des très mauvaises nouvelles. Il y a donc un feedback des testeurs vers les développeurs et une amélioration de la prévention des défauts en conséquence. Et dans les entreprises qui font le contraire, c'est-à-dire que les développeurs, les concepteurs inventent,
sous la pression des sponsors et des product owners, mais ne valident pas, ne développent pas leur prévention des défauts. Et donc, les testeurs se retrouvent en fond de cours, et ils fatiguent, et ils s'en vont, et ils font qu'une toute petite partie du boulot qui était déjà immense, en fait. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi shooter mes idées, c'est ce que je cherche quand je présente des idées. Ouais. Ouais. La situation idéale, c'est d'avoir des gens qui font de la prévention de défauts, qui incluent la prévention de défauts dans la conception. Donc, en fait, il y a toujours plusieurs couches. Il y a l'architecture, la conception, et il y a le process. C'est difficile de trouver un produit génial, super bien architecturé, avec une très belle conception, là, il y a eu un process qui ne marche pas. Ça va ensemble, en fait. C'est assez cohérent. Et donc, dans le process, il y a toutes les techniques de prévention des défauts. Moi, j'en connais deux. Il y a deux classes de prévention des défauts pour moi, pour les gens qui font du code. C'est un, d'écrire des tests. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà pas mal, une bonne base. Et deux, relire du code ensemble. C'est fabuleux ce qu'on trouve comme problème quand on relit du code ensemble. Alors, on va dire, ouais, mais on fait des PR qu'on valide à distance. C'est pas ce que j'appelle relire du code ensemble, c'est justement ne pas le relire ensemble. Et je ne sais pas pourquoi les entreprises ont décidé d'adopter le système de feedback sur le code qu'utilisaient des gens qui faisaient de l'open source. Il y en avait un en Finlande, aux États-Unis, un au Canada, un en Autriche. Et donc, ils ne sont pas sur les mêmes fuseaux horaires. C'est pour ça qu'ils faisaient des PR. Mais là, vous avez une entreprise où les gens sont à un étage de différence, où ils ne sont pas très loin, où ils pourraient être dans le même espace virtuel, mais ils se font des PR. Mon soupçon, c'est qu'ils se font des PR parce que ce n'est pas facile de communiquer sur des problèmes dans une entreprise. Ce n'est pas facile de dire il y a un problème avec le code qui est là. Il y a une règle qui n'a pas été suivie, il faut donc la corriger. Il faut confronter les gens, il faut dire il faut que tu corriges ton code, et on ne sait pas forcément le faire en gardant la qualité des communications. Alors ça me rappelle cette histoire où il y avait un PO qui validait les stories, si ça vous parle, ce vocabulaire, avec des indicateurs vert, orange, rouge. Rouge, la story passe pas. Elle passe pas ses tests. Et c'est clair qu'il faut continuer à travailler dessus au sprint suivant, ou alors il faut faire quelque chose. Vert, la story passe ses tests, c'est cool, elle pourrait aller en production. Orange, c'est... Donc le PO dit, bon bah là, là ça passe pas parce que le calcul est faux. Et là le développeur dit, ouais mais attends, non, c'est pas... Bah si, il est bon là. Bah non, c'est quand même assez évident qu'il est faux. Bah non, c'est pas évident, c'était pas clair. Bah ouais, mais si c'était pas clair, t'es quand même parti sur le dev dessus alors que c'était pas clair. Donc il y a quand même un souci. Bon bah on va mettre orange alors. À la fin du projet, toutes les stories étaient orange. Mais bien sûr. Parce qu'il y a un coût de transaction à se dire des problèmes de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, il y a un problème de qualité ici sur ton code. J'ai connu des entreprises, une entreprise où j'ai formé des gens à la revue de code, où le tech lead disait, alors ils étaient bien copains certes, mais il disait, là tu as fait de la merde. Ça va pas durer longtemps une revue de code comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas être productive parce qu'on ne sait pas processer ça. Donc, prévention des défauts, test, revue de code, ça c'est pas mal. Pour moi, c'est deux filières de prévention des défauts assez fortes. Si vous manque celle-là, ce que vous faites ensuite après, vous serez encore en fond de cours, à courir, je pense. Et du côté des tests, alors là, pour moi, il y a évidemment le rapid software testing, ou le test, en agile, on appelle ça le test exploratoire, exploratory testing, où on a des heuristiques, c'est-à-dire des méthodes qui marchent, dont on sait qu'elles ont marché, pour trouver rapidement les menaces à la valeur les plus criantes, les plus urgentes. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas tout couvrir de toute façon. Et c'est ça qui est intéressant. La couverture totale, il faut la laisser aux machines, en fait. Oui.
Mhm. Ouais. Le truc, c'est qu'on a commencé à goûter l'agile. Alors au début, les agilistes, c'était des fous qui disaient on va arrêter de faire de la documentation de spécification et on va se servir de tickets. Mais c'est de plus en plus, ça marche pour beaucoup de projets. En revanche, il y a quand même pas mal de choses qui vont passer dans l'implicite. Par exemple, j'ai rencontré une équipe qui avait dit, dans une rétro de sprint, qui avait dit nous, on veut une meilleure definition of ready, c'est-à-dire le truc auquel on décide de faire les stories, parce qu'on a suffisamment de critères. Et il disait, il faut écrire des spécifications des stories. Donc là, on retombait un peu dans un processus lourd. Il dit, il faut que tout soit écrit, toutes les règles sont écrites. Et je lui disais, mais si tu comprends le métier, vous parlez du métier depuis quelques mois, parce que tu n'as pas besoin de tout avoir écrit. Et il disait, si. Et donc je lui demande, tu as des requêtes dans cet écran de requêtes multicritères qui vont faire appel à une phrase SQL pour aller fouiller dans une base de données. Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que ta requête est armée contre le phishing? Il me dit, bien sûr. Est-ce que le PO te l'a dit? Non. Donc pour certains trucs, c'est évident. Pour d'autres trucs, c'est pas évident, fallait se le dire. Et l'agile, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le produit, avec un PO qui est là 50% du temps, il n'est pas au début et à la fin du sprint, il est là 50% du temps, et les gens se comprennent. Et quand ils se comprennent, ils sont sur les mêmes longueurs d'onde, ils savent là où ils doivent aller chercher. Mais je suis d'accord avec toi que tu ne peux pas développer une intuition et une expérience, et pour moi l'intuition c'est le jugement qui vient de l'expérience, si tu n'as pas quelques années à tester des produits, c'est certain. Oui. Ouais, pour que les éclaireurs et les concepteurs soient sur la même longueur d'onde, il faut d'abord que l'entreprise qui les emploie soit sur la même longueur d'onde. Donc moi, j'avais des problèmes à un moment dans une grande entreprise bancaire à mettre en service, en production. J'avais des problèmes de communication avec des responsables de production. Et quand j'en parlais à mon chef, il me disait « Ouais, mais tu sais, c'est un peu la prod. » Et quand on en parlait au chef du chef du chef, il disait « Le responsable de la prod, c'est un connard. » Ça ne peut pas marcher. Si on est déjà dans les fiefs, on n'est pas venu là pour réussir un projet, en fait. On est venu là pour je sais pas, mener une politique. On prend l'armure et on y va. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est d'avoir des conversations dans lesquelles on est capable de parler d'un problème en sécurité. Donc c'est pas facile. C'est pas facile quand on est débutant, par exemple, de parler d'un problème en toute sécurité. Pour ça, il faut apprendre à communiquer d'une certaine manière. Ça s'est fait dans les hôpitaux, par exemple, où les infirmières n'osaient pas dire aux chirurgiens « Je crois que vous avez fait une erreur de dosage. » Et le patient meurt. Parce qu'elle est infirmière, il est chirurgien, etc. etc. Les pilotes d'avion ont aussi appris à faire ça. C'est-à-dire que le copilote n'ose pas remettre en question des décisions du pilote. Et donc, ils ont pris des cours spéciaux en étudiant statistiquement les accidents d'avion pour qu'il y ait une meilleure communication autour d'un incident. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Le testeur qui vient dire « Ouais, je crois qu'il y a un bug là, sur cette commande, etc. » Et le développeur dit « Je crois que tu n'as pas compris bien le métier, tu viens d'arriver, c'est normal. » Non, j'insiste, je pense, écoute, là, j'ai pas le temps, etc. Ça, on a vite fait, avec le stress, on a vite fait de commencer à monter des cloisons. D'accord ? Puis quand les cloisons sont bien montrées, on commence à parler des rôles, puis à décrire des rôles, et puis à remettre les vaches bien gardées et des clôtures électriques. Et là, on a du cloisonnement alors qu'on devrait avoir des conversations. Les conversations, c'est un problème simple mais difficile. Mais c'est difficile, mais à un moment, c'est la survie de la boîte, quoi. Ouais, le BDD, c'est fascinant parce que y a, donc, si vous connaissez pas cette méthode, il y a un PO qui définit des besoins, qui est le pilote fonctionnel, des développeurs et des testeurs. Et ils disent, ouais, c'est techniquement faisable. Et les testeurs, ils disent, et si se passe ça, et si se passe ça. C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à chercher les menaces à la valeur. Et ça met le PO dans ses retranchements. Donc ouais, j'ai fait des formations à BDD, c'est génial. Il y a un PO, il dit, justement, j'ai une story, on va travailler avec le vrai métier, on va pas faire tes katas, la machin, on va prendre une vraie story. Et là, dans l'après-midi, il y a une discussion de 2 heures sur toutes les ambiguïtés de la story.
avec le PO qui se fâche, qui a failli sortir l'information en disant bah ouais, je vous présente une story, vous dites qu'elle n'est pas finie. Bah non, elle n'est pas finie en fait. En fait, c'est ça qui est vachement intéressant dans le test, c'est que dès qu'on commence à élaborer comment on va tester quelque chose, on est en train pas seulement de s'intéresser au produit, mais à sa spécification, aux idées qu'il y a derrière, et à qu'est-ce que c'est la valeur en fait. C'est quoi la vraie valeur? À quelles conditions ça peut être acceptable ou pas? Toutes ces questions se posent à nouveau. C'est pour ça que James Bach dit comparer de l'invisible à de l'ambigu. C'est extrêmement ambigu le fonctionnement d'un système. Quand un utilisateur ou un sponsor ou un développeur vous dit ça marche, il y a une possibilité qu'ils n'entendent pas la même chose dans cette phrase. Ça marche, c'est la phrase la plus vague de notre métier, non? Alors, ils enlèvent l'ambiguïté à la conception, c'est-à-dire en avance avant d'avoir un produit. Ouais. Absolument, c'est une excellente idée. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Alors moi, j'insiste sur cette notion de... Enfin, mes outils, c'est plus des concepts que des outils, sont la cohérence. Donc par exemple, quelqu'un me dit « Ouais, mais en fait, le métier, il nous contredit toujours, nous, la tech. Dès qu'on prend des décisions, ils nous contredisent. Et puis quand on demande des délais, ils ne nous les donnent pas, etc. Puis ils cherchent un peu la petite bête. Et je dis « Il est d'accord. Qui ça? Le CEO, il est d'accord. Il vous voit faire ça. Vous contredire, mener vos batailles, là, vous envoyez des scuds par messagerie interprétée, et il est d'accord, lui. Ça marche pour lui. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Non, je vois pas. C'est pas cohérent. Et BDD, ça force à la cohérence aussi. C'est-à-dire, j'ai participé à une réunion BDD, je dis, ah oui, mais si, ça. Et là, le PO me dit, ouais, non, mais t'inquiète, c'est juste un écran. Donc, il utilise le mot juste, déjà. Le mot juste, c'est un mot magique pour vous endormir. Vous connaissez l'usage du mot juste. Quand on vous dit c'est juste un écran, quoi. C'est-à-dire on dit il y a ça et je vais minimiser l'objection que tu pourrais avoir. Donc c'est difficile d'arriver à la cohérence et pour ça, écrire des tests c'est vachement plus intéressant que de parler du système en fait. Parce que les tests ils sont concrets, ils vont vous demander des valeurs d'exemple qu'il va falloir fournir et ils vont être exécutables. Et donc là, c'est vraiment, on est arrivé dans le formalisme de la machine et c'est imparable, quoi. C'est une très bonne idée d'automatiser les tests. Est-ce qu'on peut automatiser toute une application en BDD? Je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu. Et les gens abandonnent avant parce que ça devient énormément de boulot. Donc, en fait, on s'attaque à des problèmes impossibles, on est d'accord. On s'attaque à des nouvelles frontières de complexité. Donc, c'est normal qu'on n'arrive pas au bout. On ne peut pas être exhaustif. Je ne sais pas s'il y a du temps pour d'autres questions, mais je pourrais en parler toute la soirée. Donc, OK. Ouais. Ah, dans 5 minutes. Bah, c'est parfait. Ça laisse le temps à la personne de préparer son matériel. Merci pour votre écoute et vos questions.